Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec des invités exceptionnels au chalet d'un monde de jeux pour partager autour de la création du jeu D1 qui arrive début 2026. Je vous présente mes différents invités. Pourquoi tu me montres? Là, j'ai montré Day One, là, tu vois. Ah, comme Miss Météo. tu fais la météo, c'est fou ça. Nous avons Johan Levé, l'un des auteurs de D1, qui est présent juste à côté. Bonjour Johan. Juste à côté, nous avons Johan Goupy. C'est un jeu de très Johan, ce jeu-là. Bonjour tout le monde. En face, nous avons pas mal de monde également. Quelle équipe? C'est une équipe de folie. Nous recevons Cyprien Delpuech qui est présent également. Salut Cyprien. Bonjour. Ravi de te recevoir de nouveau au chalet. C'est ta troisième venue? Oui, troisième. Troisième, pas loin de la tasse, du mug. Nous avons Thomas Dutertre qui est présent également. Bonjour tout le monde. Première venue au chalet, j'espère que c'est pas la dernière, plus que 4 et c'est le mug. Et puis François qui est présent. Salut François. Salut. Deuxième, je tiens les comptes, je fais un scoring. C'est la deuxième, oui, mais parce qu'on m'invite pas souvent. T'invites en permanence, on voudrait que tu sois là tout le temps. Il y a une équipe de folie ce matin pour raconter l'histoire du jeu D1, on va vous la raconter, on va rentrer dans les détails. Juste avant, merci d'être venu au chalet, parce que c'est vrai que ça a été tout un périple de vous recevoir. Il y a eu de la route. C'était une aventure. On a envie de la raconter un tout petit peu quand même, parce que les gens se demandent, mais comment ont-ils fait pour aller jusqu'au chalet alors qu'on le voit, il y a de la neige qui tombe. Alors, moi, je veux pas stresser les gens qui nous regardent. On va peut-être pas aller jusqu'à la rencontre avec l'ours, parce que sinon on y passe notre maximum. Oui, mais surtout, il y a des gens qui ont peur de la montagne. Je me suis rendu compte de ça, ça les gêne un peu. Donc, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, mais on va pas parler de montagne, si ça vous dérange pas, pour pas que les gens soient impressionnés. Tu sais, c'est comme la vue du sang. Pour certains, c'est horrible. Pour d'autres, c'est la montagne. Il faut pas rentrer dans ce genre de détails. C'est mieux. Mais sachez qu'on a voulu partir avec ta voiture, Johan. Ouais. On s'est lancé dans une aventure pas possible. On a voulu prendre ta voiture pour y aller. Je sais pas pourquoi. Il neigeait pas hier. Mais pour aller où? Pour aller vous chercher au port, parce qu'on a voulu aller jusqu'au port. Alors, parce que ma voiture, normalement, je pensais qu'elle était quand même... Je me posais la question, est-ce qu'il y a des pneus neige ou pas? On a fait l'analyse, elle a des pneus neige. Donc on s'est dit, ça devrait passer. Et en fait, plus on avançait, plus il y avait de la neige, il n'y avait pas non plus... Des vagues. Alors, au départ, la mer était calme, mais plus on avançait, je vous dis, il y avait des creux de 4 mètres, des vagues énormes qui se présentaient juste devant nous. Il a fallu qu'on mène bien la barre, et c'est vrai qu'à un moment, alors quand on est arrivé là-bas, près du port, on s'est dit peut-être qu'il faut trouver une petite île. On a trouvé une petite île pour pouvoir se poser. On a eu un peu de mal sur le sable quand même à poser le rafio, et là, on a dû appeler un sauveteur. Quand même, un sauveteur en mer. Moi, j'ai été surpris parce que finalement, c'est une petite corvette qui est arrivée, pas si incroyable que ça, mais les marins du coin sont incroyables. Ils nous ont fait monter à bord, on est parti, mais j'ai eu un peu le mal de mer, je sais pas vous. Mais on est arrivé à bon port à quand même 4h du matin, on est rentré au chalet. Et petite nuit, je vous cache pas qu'on n'a pas énormément dormi, mais on est prêt à vous raconter les aventures de D1. Ça va, j'ai bien résumé? À peu près, à peine romancé. Non, pas du tout. Pour de vrai, on a eu du mal quand même. Ta voiture est restée là-haut. Ouais. On a pris un taxi qui, lui, n'avait pas peur de la neige. Non. Lui, non. Il n'avait pas peur. Il n'y a pas tant de neige que ça, cela dit, mais elle est sur la route, quoi. Il faudrait qu'ils la mettent en dehors, je ne sais pas pourquoi. Il faut trouver un système avec les satellites qu'on a maintenant. Bref, on va vous parler de D1. Je fais un petit tour de table quand même, parce que il y a pas mal de monde autour de la table, et ça nous permet aussi de balayer les différents métiers que l'on trouve dans le monde du jeu de société. Johan et Johan, ça vous dérange pas si je vous appelle Johans? Oui, Johans. Ça fait un peu groupe années 70. C'est les Johans, oui, complètement. Ouais. Vous êtes donc les deux auteurs de ce jeu-là. C'est vous qui l'avez créé. Je sais pas, on reviendra derrière. On a envie de savoir qui est vraiment l'auteur, parce que souvent on sait qu'il y en a un qui est plus l'auteur. Il y en a un qui n'a rien foutu. Bon, voilà. Mais ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Vous avez un micro pour deux, donc il y en a un qu'on entendra d'un peu plus loin quand vous parlez en même temps, mais... Non, c'est bon. Cyprien, toi, on te connaissait parce que jusqu'à présent, tu as reçu plusieurs fois chez Funny Fox pour parler. Tu faisais de la communication autour du jeu. C'est toujours le poste que tu occupes maintenant? Non, je suis chef de projet du coup. Rien à voir. Rien à voir. Mais comment tu fais? Le talent. Je ne sais pas, je m'adapte. C'est un caméléon. Donc du coup, je suis chef de projet. Et Day One, c'est mon premier projet chez Lab4Games / Space Cowboys du coup. Et voilà, et ça a été une aventure incroyable et je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous
vous tous pour parler du jeu et de tout ce qu'on a fait dessus depuis le prototype qu'on a reçu jusqu'à ce qu'il est devenu maintenant et ce qui sera bientôt dans les mains de tout le monde. Ouais, donc je regarde ton micro en même temps, parle plus proche du micro encore une fois, le tien c'est pas le meilleur, mais je me rapproche sur celui-là. Et oui, donc alors premier projet, mais t'es arrivé quand? Il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis arrivé en avril 2024. Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais, j'ai pas toutes les dates en tête, mais j'ai l'impression que le temps passe vite. Hein. On ne se rend pas compte à quel point ça passe vite, mais ça passe vite. Et ça montre aussi du coup la durée de travail qu'il y a eu sur le projet en fait. Parce que tu l'as pris dès le début? Il venait d'être signé et il y avait eu un début de travail dessus et j'ai récupéré quasiment à ce moment-là. Ah oui. Voilà. Toi Thomas, tu t'occupes plus particulièrement de l'aspect graphique du jeu. Moi je suis concept artiste, principalement chez Libellude. Historiquement, voilà, ça fait 10 ans que je suis à Libellude, la 4Games maintenant. Plutôt partie ergonomique, développement du matériel. Travaille très souvent avec Maeva du coup pour tous les jeux de Libellude. Et là sur ce projet-là, on m'a appelé pour travailler sur l'aspect direction artistique un peu plus global. Donc là, une charge un peu plus importante pour Day One, ce qui m'a énormément plu aussi. Et on a starté un peu ensemble, effectivement, le projet. Ça va être une bonne partie de cette matinale aussi, parce que l'aspect artistique sur ce jeu-là, il est un peu dingo. Il y a toutes des histoires à raconter autour de l'illustrateur, notamment, qui n'est pas présent autour de la table, mais dont on va vous parler, qui est français, l'illustrateur. Oui. Ouais. On va revenir. Tu nous as donné, c'est pour la suite de cette émission, plein d'images que l'on va pouvoir regarder ensemble et découvrir, et c'est passionnant à chaque fois. Ça intéresse peut-être pas le très grand public, mais les gens qui nous suivent, en tout cas, sont toujours friands de ces carnets d'auteurs, de ces avant et après le jeu tel que vous l'avez conçu, tel que vous en avez discuté ensemble. Vous allez voir qu'on va s'en mettre plein les yeux. Et puis toi, tu as un rôle très particulier, François, sur ce jeu-là, puisque t'es un peu aussi à l'origine de sa création. Ah non, pas du tout. Moi, non, mais j'ai juste eu la chance. J'ai juste eu la chance de le découvrir au Sommet des Jeux. Plutôt. Lors de la première édition du Sommet des Jeux, en août 2023. Oui. Donc ça fait déjà quand même pas mal de temps. Et on a fait notre première partie un soir très tard avec les deux auteurs et Franck qui est un autre de mes collègues. Et il faut savoir que D1, je vais revenir un peu en arrière. Il y a deux types de jeux que l'on va découvrir en faisant du sourcing. Et qui vont nous taper dans l'œil. Ouais. Il y a des jeux qui sont des évidences. Ouais. On y joue une fois et on se dit il faut absolument que j'empoisonne mes concurrents pour être les seuls à pouvoir signer ce jeu. Et c'est des jeux comme par exemple on va citer Take Time ou au hasard Far Away. Qu'on n'a pas récupéré du tout, hein, mais c'est pour donner d'autres exemples que ceux de chez nous, et où on se dit waouh, il y a des trucs, il faut le faire de suite. Et puis il y a d'autres types de jeux auxquels appartient D1 où en fait on a la sensation d'avoir un cœur de mécanique qui est à tomber par terre. Ouais. Et on a la sensation d'avoir trouvé une super boîte de Lego, mais on n'a pas fini le Lego. Et ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose qui va enthousiasmer autant les équipes que le premier type de jeu, parce qu'il y a d'énormes possibilités au niveau du développement. Et là, ça s'est en plus hyper bien passé. Entre les auteurs, les équipes de développement, c'est les graphistes, illustrateurs et autres, donc c'est formidable. C'est pas les pires des auteurs non plus, donc forcément il y avait des chances que ça se passe bien en termes de développement, hein, notamment parce que dans la vie vous êtes des personnes horribles, ça on le sait. Mais effectivement, quand je te dis créateur, c'est pas pour avoir raison, hein, que je reprends ça, c'est que moi je pense vraiment que les éditeurs font partie des créateurs. Dans le livre, parfois les éditeurs sont des gens qui fabriquent les jeux, les livres, ça dépend évidemment complètement des éditeurs, mais dans le jeu de société, il y a une part de co-développement, il y a une part de création, et être à l'origine, être le sourceur, puisque c'est ce que tu fais aussi, découvrir les jeux en avant-première, être le sourceur, être celui qui voit qu'il y a quelque chose à faire et qui aide aussi à ce que le jeu se crée, c'est être un créateur. Ça fait partie de tous ceux qui fabriquent. C'est
un monde très très pluriel, le monde du jeu de société. Je trouve que c'est très invisibilisé en fait, c'est-à-dire les chefs de projet, les sourceurs, tout ça, et en fait déjà parce qu'il y a certaines boîtes d'édition qui n'ont pas ces corps de métier, des fois il y a une seule personne qui fait tout, mais quand on a la chance d'avoir toutes ces personnes-là, que chacun a sa tâche, etc., en fait c'est des trucs finalement, on n'a pas les noms sur la boîte de jeu à la fin et tout, et c'est injuste presque. Vous les avez mis ou pas ? Est-ce qu'on a les noms du reste de l'équipe qui sont présents ? Je ne sais pas si c'est très important, mais... Non. Ça, il y a le regret. Bon. Juste avant de rentrer dans la création du jeu, je pense que c'est quand même pas mal si on se le pitchait un petit peu, voire même si on sortait la boîte. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez. Parce que là, on va vous parler d'un jeu qui va sortir. On vous a dit Day One, D1, tu dis toi, François. On ne sait pas ce dont il s'agit. Et peut-être que certains d'entre vous n'en ont pas du tout entendu parler, puisque ce jeu... Alors, il était déjà présenté à Essen. C'est la première fois qu'il était vraiment visible. Paris Ludique. Paris Ludique, en France, ouais. Et à l'étranger, il y avait déjà eu aussi des conventions. Oui, je l'avais amené une ou deux fois aux États-Unis. Il a tourné au Gathering of Friends, et dans quelques salons, mais des salons pas forcément très très grand public. Ça, on pourra peut-être en parler, mais c'est parce qu'en fait, je pense que le développement de ce jeu a été exceptionnel, pas dans je sais pas pour s'envoyer des fleurs au niveau qualité machin, mais en fait on a eu en fait le luxe d'avoir déjà une quantité de personnes qui ont travaillé sur le jeu qui était assez incroyable, et puis surtout très tôt on a eu des versions professionnelles, de fabrication professionnelle du jeu. En fait on a eu une première version fabriquée par une usine, puis une deuxième version, et là c'est la troisième version, et en fait jamais de la vie dans le parcours d'édition d'un jeu normalement on a ce luxe là, et ce qui fait que très tôt j'ai pu faire tourner le jeu aux États-Unis, comme on disait, à la Gathering, etc. Et avec des versions, c'était pas des protos, quoi. C'était des trucs qui ressemblaient déjà beaucoup à ça, même si on va le voir, il y a eu des gros changements entre les différentes étapes du prototype, quoi. Ça, on va en reparler. Alors, qu'est-ce qui me le pitch un petit peu ? Je sais pas si on sort quelque chose là, si ça vaut le coup de sortir du matos, ou si on regarde le dos de boîte. Regardez, c'est bien fait en général chez les éditeurs. Ils prévoient un dos de boîte qui vous permettent, notamment en boutique, de pouvoir retourner la boîte astucieusement et l'expliquer. Non, je veux pas faire que parler. Du coup, oui, effectivement, c'est un jeu dans lequel là, c'est bien. C'est un jeu dans lequel, on va développer tout un assemblage de collections de huttes, puisqu'on va avoir une hutte de départ, et puis on va essayer de s'installer dans les différents endroits. Pourquoi on va faire ça ? Parce qu'on va développer notre culture pour essayer d'agrandir notre population, puisque le but avéré est de récupérer un maximum de points de victoire qui sont ici, et ces points de victoire, c'est la population qui grandit chez soi. Pour ça, pour installer des huttes, il va falloir récupérer des cartes pour se déplacer sur le territoire. Donc en fait, pour jouer, c'est évidemment très simple. Soit je récupère des cartes, soit je les utilise pour pouvoir placer une nouvelle hutte dans un endroit très stratégique. Et toute la problématique de ce jeu-là, c'est qu'au début, l'univers est vaste, et puis comme tout le monde s'y met, ça se resserre très très vite. Et ça fait grincer les dents, puisqu'on a tous envie des mêmes endroits. Donc il y a un petit côté occupation du territoire. Forcément, on est très concentré sur la carte. Quand vous aimez bien les jeux avec des maps, là il y a une map variable, c'est pas toujours les mêmes positionnements. Ouais, c'est ça, il y a une énorme variabilité, et en fait, alors il y a même différents scénarios dans le jeu, mais surtout en fait, je pense que ce qui fait la plus-value de Day One, c'est la proportion entre... En fait, j'ai presque envie de dire le peu de gestes que tu fais, ou le peu d'actions que tu fais, le peu de choix que tu fais, mais qui ont une implication qui est tellement gigantesque, quoi. C'est je prends cette carte ou cette carte, déjà là, c'est un problème, quoi. Ouais. Et en fait, moi j'adore les jeux dans lesquels, en fait, faut pas forcément que tu aies des choix, mais surtout que parmi les choix, en fait, ce soit vraiment un renoncement d'un des deux choix, tu vois, et c'est ça qui me plaît. Et dans Day One, t'as ça tout le temps. Tu dois renoncer à des choses tout le temps, et et c'est pour ça que c'est presque pas tant... En fait, au niveau règles, je pense que c'est un jeu familial, mais il est initié parce que il est punitif, tu peux pas jouer n'importe comment, tu te feras rouler dessus par tes adversaires. Je me souviens de la première partie que j'en avais faite, ça remonte un petit peu maintenant, parce que c'était au Ludopathique, donc la manifestation organisée par Bruno Feduti, dans laquelle on retrouve pas mal de professionnels, que du professionnel quasiment, et des copains de Bruno aussi. Et je me rappelle de blocage à cette époque-là. Alors c'était une version ancestrale, le jeu s'appelait pas encore Day One, ça s'appelait First Culture. First Culture, ouais, c'est ça, les premières cultures. Pourquoi Day One, d'ailleurs, on se le demande. Je ne sais pas si un jour on aura l'origine de ce nom. Tu sais que ça pose problème pour ceux qui cherchent sur Internet, qui tapent le nom du jeu. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment le taper. Quand ils l'ont juste entendu à l'oreille,
Voilà. Ouais, bah oui, ouais. Ou le temps en 2 mots. Mais des fois, un nom bizarre, ça peut... moi, je pense à Myrmes, qui était complètement... d'ailleurs, je vois les gens parlent de Cyril Demecq dans le chat. Oui. Donc un gros bisou à lui, qui a beaucoup participé au développement du jeu. Et en fait, qui adore Day One, qu'on a déjà parlé dans des émissions, etc. Et donc c'était un peu pareil. Myrmes, le nom était complètement perché, mais des fois, ça fait partie du fait que tu vas parler du jeu. Tu vas le retenir, ouais, c'est ça. Toi, c'était sur First Culture ? Non, tu l'as vu au sommet des jeux. Donc, au sommet des jeux, c'était First Culture, oui. Ouais. Ah, je l'ai vu avant, j'aurais pu l'éditer. C'était vraiment au tout début. Ouais. Oui, First Culture. C'est pas dit que tu l'aies vu avant. Ah si, ça remonte un peu, moi. D'accord, ouais. Ok. Tu sais, on était assis vers le mur du fond. Oui. Mais il était peut-être déjà signé. Peut-être ça devait être au Ludopathique 2024 que tu y as joué. Et il n'y avait pas encore de proto D1 au Ludopathique en 2024. On tournait avec le proto d'origine. Ouais, parce qu'il me semble, enfin de mémoire, nous on avait vraiment fini genre milieu d'été, et donc sommet des jeux c'était là. Je pense que le jeu, dans la version où nous on s'est dit là il est présentable, il avait une durée de vie, enfin c'était depuis quelques semaines en fait, pas beaucoup plus que ça. Ouais. Hein. Je pense vraiment que tu y as joué, alors qu'il était déjà signé, c'est allé super vite en fait. Ah ouais, d'accord. Bon. Moi, je n'ai pas pu l'éditer. Pas de regret. Du coup, j'ai eu peur d'avoir un regret sur l'édition, mais non, là, tout va bien. Qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil, François, du coup, parce qu'on est toujours sur la découverte du jeu Eh bien, c'est déjà, ce qui est rare sur un prototype, c'est l'épure qu'il y avait. C'est-à-dire qu'on sentait quelque chose de très, très abouti à ce niveau-là. Ouais. Il y a très peu de choix, très peu d'action, et une immensité de possibilités différentes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la façon dont on construit la carte. Je ne me suis pas amusé à faire des calculs, mais il doit y avoir des milliards de possibilités de cartes différentes. Et quand on commence à savoir jouer, le seul fait de découvrir la carte est un vrai plaisir en soi. Ah oui. On se dit, ah ouais, mais là, j'adore telle ressource, elle est à tel endroit, mais... Et les cristaux, ils sont là-bas. Et donc déjà, on a du plaisir tout le temps, parce que tu disais, chaque choix est un renoncement, mais chaque choix est un véritable challenge. Et donc, c'est pas un jeu sur lequel on avait un effet waouh, mais on avait un effet petite musique qui trotte. Et quand on l'a essayé tard le soir, on a dit aux auteurs, on va aller se coucher dessus, et demain matin, on va refaire une partie quand on sera bien éveillé. Et en fait, on y pensait, quand on s'est revu le lendemain matin avec Franck, on disait, ouais, quand même, et puis il y a ça, il faut qu'on rejoue. Et puis on est reparti avec. On est reparti avec le proto. Ça s'est fait vraiment très très vite. Hein. Alors, pardon, là, mais tu cites Franck. Franck, c'est une des figures de Days of Wonder, notamment. Oui. Et c'est vrai que toi, tu sources, mais pas forcément pour un éditeur en particulier. En fait, moi, je source pour les 5 studios francophones d'Asmodée. Donc, c'est-à-dire Repos Production, Repos Production, Next Move, Libellude, Space Cowboy et Day of Wonder. Oui. Voilà. Parce que ces 5 studios-là, qui sont toujours des studios qui font leur petite tambouille de leur côté, ont un certain nombre de ressources qui ont été mises en commun dans un truc qui s'appelle Lab 4 Game, mais qui n'a pas vocation à être sur les boîtes ou à être forcément très très connu, bien que j'en parle depuis 2 minutes. Mais en fait, c'est juste une façon de bosser ensemble. Et là, sur ce projet, Thomas, qui a plutôt une étiquette Libellude, il a été une des pierres angulaires de ce projet-là. Et il y a des jeux Next Move dans lesquels on a eu des gens de Boulogne qui ont travaillé, et puis des fois il y a des projets de Poitiers sur lesquels il y a des gens de Boulogne ou de... etc. Là, il y a un jeu qui est en train de se mettre en place sur lequel je ne dirai absolument rien. Ouais. Chez Repos Prod, et il est possible qu'il y ait des gens d'autres studios qui travaillent aussi sur ce... Wow. Donc, voilà. Et pour le sourcing, c'est pareil. On met tous ces moyens en commun.
Il y a beaucoup de salons sur lesquels je ne suis pas le seul à les sourcer. Oui. Et tout ce qu'on va ramener, en fait, on va le passer à tous les studios qui, d'après nous, pourraient être intéressés par le projet. Et alors comment ça marche derrière puisque, ok, il faut se battre avec les autres éditeurs pour faire un jeu quand certains sont déjà dessus, mais derrière, au sein de Lab4Game, est-ce qu'il y a aussi les éditeurs alors, qui jouent des fois ça tire, des fois... Alors, comme on peut travailler sur des projets en étant issu de différents studios, ça permet des fois d'avoir les gens qui ont le plus de fougue pour le projet de se réunir autour de la boîte. Et puis, si vraiment on n'arrive pas à avoir un accord entre tel ou tel studio, on organise un combat de catch dans la boue. Oui. Et puis voilà, moi, ça se règle. Je me rappelle très bien, moi, de Pour First Sculpture. Très rapidement, tu nous as dit que les gens étaient intéressés. Et en fait, une des premières questions qu'on avait posées, c'est quel studio, quoi. Parce que c'est vrai que ça type un peu le type de jeu, quoi. Si c'est Libellud, peut-être qu'il faut que le jeu soit un peu plus familial. Space Cowboy, c'est peut-être un peu plus initié, etc. Et en fait, tu nous avais dit que il n'y avait pas de règles, et en fait c'était certainement les personnes qui allaient avoir le plus envie de travailler dessus qui naturellement allaient faire que le jeu serait chez tel ou tel studio, et je pense que ça s'est fait assez naturellement que ça finisse chez Space Cowboys, et puis voilà, donc c'est bien de faire ça par rapport à l'envie et de pas forcer les gens de travailler sur des trucs, quoi. Et alors, je voudrais passer plutôt la parole à Johan. Ça va être dur ce matin. C'est vrai que tu veux enchaîner. C'est le premier jeu que vous faites ensemble ? Oui, c'est tout à fait. Non, Johan. Ah non, on peut répondre en même temps sinon. Oui, c'est notre première collab, effectivement. Une super collab. Moi, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, ça a été une collab en 2 temps. Une collab où on a fait un premier jet parce qu'on avait envie de faire un jeu comme ça, et finalement le tout premier jet on n'était pas arrivé à atteindre un jeu qui était assez fort, et du coup on a mis un petit peu en pause, et après on est revenu dessus et on a refait une nouvelle version, et là cette fois-ci on s'est regardé tous les deux, on dit ok, là on est convaincus, on sent que c'est fort, on a finalisé ce qui nous semblait à ce moment-là être la voie à faire, et après très vite on l'a montré et ça a eu un succès auprès de François et de Franck, comme on disait. Et après, effectivement, le jeu est parti en développement chez Space Cowboy. D'ailleurs, on a parlé de Cyril, mais on pourrait parler aussi un peu de Thomas, parce qu'il a fait partie aussi. Thomas Coé. Thomas Coé. Voilà, donc c'était une super aventure, enfin pour moi en tout cas, en termes d'auteur, c'était une super aventure autorale, c'est vraiment excitant. Ouais. Et dans ce cas-là, alors, on se pose la question, vous vous croisez sur des festivals ailleurs, l'envie de travailler ensemble, on le comprend, c'est naturel, mais est-ce qu'il y a... C'est l'idée qui vous impose le fait de travailler ensemble, c'est un moment, tiens, et j'ai ça, ou alors c'est le fait de travailler ensemble qui vous amène l'idée ? Là, sur des mois qu'on s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés à Vichy en 2023, je dirais. Voilà, donc moi je fais rencontrer. Moi je suis 2022. Ok, merci. Moi je date. Et en fait, moi je suis un passionné de Myrmès. J'ai beaucoup joué au jeu, et donc du coup pour moi c'était important de rencontrer Johan. Voilà. Et puis très vite on a sympathisé, et du coup on s'est dit pourquoi pas réfléchir à une idée. Je crois que je suis venu chez toi la première fois. On a discuté, on a parlé de tas de jeux. C'était vraiment feuille blanche. On est parti d'une feuille blanche. Tu me disais, est-ce que on est parti de l'idée ? Non, on est juste parti de l'idée. J'espère que les gens m'entendent, de créer un jeu ensemble. Et je me rappelle, en fait, on s'est dit, et je pense qu'il faut faire ça, on s'est dit, par contre, il faut qu'on soit difficile et qu'on fasse un truc incroyable ou qu'on fasse rien. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, à un moment donné, on cherchait des trucs et tout, ça marchait pas. En fait, on a abandonné. Et tant pis, en fait, il faut pas essayer de faire. On a fait ça aussi sur nos projets à deux. Oui, et on a opté pour faire rien. Et après, à un moment donné, ça s'est mis à marcher, comme tu l'as dit. C'est surtout toi qui es revenu à la charge en disant si, il y a quand même quelque chose et tout. Et après, en effet, on est arrivé à une version dans laquelle on a tout enlevé pour que ce soit le plus épuré possible, et c'est ce que disait François, c'est que en fait il fallait un éditeur qui se dise il y a tellement de possibilités, en fait c'était tellement épuré qu'il y avait de la marge pour rajouter des choses, et ça c'était un choix éditorial, donc c'était presque pas à nous de faire ce choix là, et donc on a proposé le truc le plus épuré possible, le plus efficace, et c'est pour ça que c'était un bon choix, ça a marché quoi. Ouais. Oui, et puis effectivement, c'est là où je te rejoins, c'est le fait d'avoir été difficile, dans le sens où on s'était dit, tiens, on voudrait faire un jeu comme ça,
Donc c'était... Mais en fait, entre l'envie et la réalisation, très souvent c'est déceptif. On a tous des idées en disant « Oh, wow, ça va marcher », et quand tu testes, bon, en fait c'est pourri. Et donc du coup, t'avances un petit peu dans ce truc-là où tu dis « Ah, peut-être non, peut-être oui », et au bout d'un moment, tu tombes sur quelque chose qui fonctionne, et là, t'es un petit peu grisé. Sauf qu'en fait, ce n'est pas suffisant. Et à ce moment-là, on a effectivement, et c'est toi qui m'as dit, non, c'est pas suffisant. Et donc du coup, bon, moi j'ai du mal à lâcher les jeux, donc pour moi, c'était pas possible de s'arrêter là. Mais ça a été nécessaire pour se dire, c'est bien, mais c'est loin d'être au niveau, et maintenant il faut redigérer le game design pour pouvoir ressortir quelque chose qui va encore plus loin, quoi. Et c'est pas souvent facile, parce que souvent quand on a quelque chose qui marche, on dit « Oh, c'est déjà pas mal !» Donc bon, bah allez, c'est parti. Ah bah oui. Mais c'est pas suffisant, donc en fait... J'en ai beaucoup joué, des jeux pas suffisants. Ouais, bah voilà, ça peut. Et donc effectivement, le plus tu le pousses loin, le jeu, le plus après l'éditeur va avoir les mains libres pour aller encore le step d'après, quoi. Et j'ai bien résumé, moi, ce qui est le game design, en fait, de faire des jeux. En fait, le principe, il est tout simple, c'est que tu dois, quand tu fais un jeu, quand tu as un proto, il faut que tu arrives à enlever des règles et augmenter la profondeur en même temps. Et c'est ça qui est impossible, des fois, tu n'y arrives pas. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à un moment donné. Oui, je crois qu'Antoine, il dit ça, Antoine Moza, il dit une règle, c'est une règle en trop. Bah, il faut toutes les enlever, sauf celles qui sont ultra nécessaires, en fait. Ouais. Oui, alors après ça va dépendre sans doute beaucoup des jeux et des mécaniques. On a Méthode X qui nous demande, mais c'est marrant, qui est à l'idée initiale ou comment se fait l'apport de chaque auteur? Est-ce qu'il y a vraiment une idée initiale là-dessus? Est-ce que c'est possible? Parce que des c'est fois, vrai que ça peut arriver, mais là, en fait, c'est super orgueilleux de dire ça, mais en fait, on a dit, bon, on veut faire un super jeu, on était dans mon atelier, on a regardé, c'est quoi les jeux qui déchirent tout. Il y avait Aventurier du Rail, il y avait Catan, et Kingdom Builder, je crois. Kingdom Builder. Dit, faut faire mieux. Ben alors, je dis pas qu'on y est arrivé, mais tu vois, on a voulu mettre la barre super haute, donc on s'est dit, bah allez, faut un jeu. En fait, tu parlais de la géographie, moi j'adore la géographie. Quand juste le fait d'orienter 4-5 tuiles sur le terrain, déjà, tu as une lecture et tu dis, ah, tu pourrais faire ci, ça, ça. Et donc, on est parti d'un truc très simple, mais après, pour rendre le truc intéressant dans les premières versions du jeu, tu rajoutes des règles à gogo et ça ne marche pas, quoi. T'as envie de te faire plaisir avec quelque chose qui marche pas, alors t'y vas. Et alors moi je savais pas que t'avais en tête le mieux. Moi je m'étais dit de cette classe-là. je suis ravi, c'est bien, ça nous a permis que tu nous pousses à fond. Mais oui, effectivement, c'était l'idée de se dire, en fait, dans ces expériences de jeu qu'on avait pu vivre chacun dans ces jeux-là, on s'était dit, c'est tellement fort et on va toucher. En fait, le but c'était de toucher plein de monde possible. C'était de faire un jeu qui puisse parler à plein de monde possible. Et c'était l'ambition. Et donc du coup, quand on y est à peu près arrivé, c'est là où ça s'allume parce que tu dis, waouh. Je ressens ce que je ressens quand je joue à Kingdom Builder, par exemple. Et quel est votre préféré du coup entre Catan, Les Aventuriers du Rail et Kingdom Builder? J'ai envie de faire un petit tour de table là-dessus parce que je trouve ça rigolo. Le plus connu c'est Catan, le moins connu c'est Kingdom Builder en France surtout parce qu'il n'a pas eu des aventures éditoriales passionnantes sur le marché français. C'est pas terrible les éditions de Kingdom Builder. Ton préféré toi, Johan? Pour les purs Kingdom Builder. Moi j'aime bien Kingdom Builder, mais je vois que je joue plus aux Aventures du Rail que Kingdom Builder autour de moi. Je suis désolé, je n'ai jamais joué à Kingdom Builder. Donc mon préféré entre deux qui reste, c'est Ticket to Ride, Aventurier du Rail. Les Aventuriers du Rail. Ouais, ce sera la même chose, mais moi j'ai joué. François? Moi j'ai joué au 3, Aventurier du Rail, sans hésiter. Et après, c'est Kingdom Builder, qui était une grosse claque quand il est sorti. Et il y a une nouvelle édition qui ressort, avec des magnifiques petits pions différents pour chaque civilisation. Waouh! Et voilà, on va être un peu plus pauvre. Mais ne vous énervez pas trop, parce on n'est pas là pour vendre en Kingdom Builder. mars ou en avril, il y a une autre version qui sort avec encore plus de matos. Voilà. Et il y a des bonnes règles en français? Parce que jusqu'à présent, je n'en ai aucune idée. Il n'a jamais eu de bonnes règles dans des versions françaises. Hein. C'est le gros souci. Mais enfin bon, au bout d'un moment, un jeu qui a 10 ans, même plus peut-être, mériterait d'avoir des règles correctes. Bon, c'est Queen Games qui fait ce jeu à l'origine. Il a eu des tonnes de versions, des versions très très évitables aussi. Hein. La version en hiver, là, je crois que c'est une catastrophe. Mais c'est pas le sujet de cette émission. Quelqu'un dit dans le chat, je sais pas pourquoi je rebondis là-dessus, qu'il avait acheté Kingdom Builder parce qu'il avait vu le vidéo d'un YouTuber, et c'était moi à l'époque où j'étais Focus on Board. Sur la chaîne que tu... Il existe encore cette chaîne Focus on Board, on peut la retrouver? Je crois, mais faut pas le dire parce que les gens vont aller voir ma tête de l'époque. Je me souviens que tu Donc c'est Focus on Board. Focus on Board, je me rappelle que tu m'en avais parlé, tout ça, tu te lançais dans le truc, moi ça me titillait un petit peu, mais ça remonte, hein. C'était quand ça? C'était à l'époque de Mirmet, c'est 2012. Attends, Oh non! Allez. T'es sûr ça? Écoute, on a internet ici.
Alors on va parler maintenant un petit peu de la création quand même de D1, parce qu'on a évoqué plein de choses. C'est celle-là. Ah ouais, trop bien. Mais pas les premières, c'est l'enfer. Et le fait que je t'ai dit ça, tu vas mettre les premières. Alors les premières. c'est celle-là de chaîne? Non. Ouais, c'est ça. Mais on te voyait sur l'introduction seulement. Ouais. Descendance, tu le mettais pas. J'ai adoré Descendance, c'était vraiment génial. Ouais. Écoute, on lance Descendance. Je sais pas. J'ai peur. Je sais pas si c'est la. Alors d'ailleurs, t'as une pub pour SD Flyer. Moi, je vous conseille. Ils font de très beaux flyers. Hop. On te voit sur l'intro. Focus and burn. Yeah. Parce qu'il y avait la musique et tout. Je peux mettre le son. C'était chiadé. Je faisais ça avec Jeudi Jeu, un site de l'époque. Un monde de jeu aussi, j'avais fait avec. Ah non, c'était Ludovox, je crois qu'on mettait ça. Et là, attention, le choc. C'est qui l'auteur de La musique est longue, hein. C'est Michael Marcus Brandt. Ah oui, d'accord. Oh, le gars, il était coincé. Non, mais ça va, t'as pas trop changé. Si, j'étais super coincé. Allez, on passe à autre chose. Non, mais c'est vraiment vieux, hein. Ça date pas d'hier. Ça, je te dis, c'est 2012. C'est 2012. C'est sûr que c'est 2012. Focus and Burn. Ouais, bon, voilà, 2012. On le dit comme ça. Bon, bah, c'était super. Fall disait que Yoann ne clignait pas des yeux, je lis sur le chat. Oui. Dans ses émissions. Il m'avait dit ça. En fait, les premiers temps, comme j'avais un prompteur, j'avais la tête fixée sur mon truc. Ah oui, avec le prompteur. Ah, t'avais un prompteur à l'époque, t'étais franchement en avance. Hein. Parce qu'il n'y avait pas les chaînes du passe-temps, d'un monde de jeu, tout ça, ça n'existait pas à cette époque-là. Il y avait Trick Track, et en fait, c'est inspiré de Dice Tower. Ouais. C'était le modèle. Ouais. Bon, c'est une autre époque. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, quand même, malgré tout, mais c'est une autre époque. On va vous parler de la création de D1, qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Il y a tellement de trucs à dire. Est-ce que vous êtes prêts à rester jusqu'à midi? Non, parce qu'il y a plein de choses derrière. Alors, j'ai plein d'images à regarder dans le détail. Thomas, tu m'en as envoyé beaucoup. On va revenir dessus. Il y a eu plusieurs versions. On m'avait dit une version qui a été entièrement refaite et vous avez refait le jeu. Vous avez ça, des aperçus de ce que ça a été? Je suis curieux de savoir. En fait, on peut montrer des petits éléments. Déjà, en fait, la toute première version du prototype, en fait, il y avait des cartes comme ça. Je sais pas si... Donc voilà, donc ça représente les cartes histoire. Ça, c'est toi qui l'avais fait, ça. On reconnaît le matos. Mon prototype, mes cartes, voilà. Les cartes hexagonales, j'avais piqué des textures dans je ne sais quel jeu. Donc voilà. Et en fait, ça c'est évidemment des mois de travail, mais assez rapidement on était arrivé après sur une version avec du double layer. Wow. On avait eu l'idée du double layer, et ça, mine de rien, je sais pas si on va rentrer dans les détails, mais je pense que le jeu aurait été une catastrophe s'il n'y avait pas eu cette idée. Il y a eu un avant et un après, clairement, avec ce matériel. Et en fait, des fois, en fait, on aime un jeu et on accepte des choses qui sont inacceptables. Et en fait, Day One, les premières versions, lorsque tu avais fini le jeu, il fallait vérifier que chaque joueur autour de la table avait rempli ses 4 objectifs. Et chaque objectif, ça te prenait au moins 10-15 secondes. Et en fait, c'était, je sais pas, 30% de la durée de la partie, c'était cette phase finale de savoir si tu avais réalisé tes objectifs et tout. C'était chiant. Et en fait, par un simple de l'ergonomie, quoi, tout simplement, et ben en fait, on a éradiqué toute cette phase. Et en fait, je pense que ça transforme l'expérience de jeu, quoi, parce que tu élimines vraiment. Parce que ce jeu, c'est 10 minutes par joueur. Je sais pas si on l'a dit, que ce soit 2 joueurs, 4 joueurs, même des fois pour une première partie, c'est 10 minutes par joueur. Donc c'est ultra condensé, et donc c'était indispensable. Et puis voilà. Et puis en fait, très rapidement après, on a eu des versions. Peut-être que je devrais te laisser dire tout ça, parce que moi j'ai trop parlé. Je sais pas si parce que donc moi, en fait, finalement, nous on s'est arrêté là, et puis c'est là après où vous avez commencé à créer des trucs, etc. Oui, parce que peut-être choisir l'illustrateur déjà. Oui, même le plateau, ça arrivé une fois. Ouais, une fois signé. Ouais, on avait une version pendant le développement. C'est avec vous qu'on a créé tout ça. Ça, c'était notre proto. Je pense, en fait, ça doit ressembler à ce qu'on vous a livré à la toute première version. Ça, déjà, c'était quasiment à la moitié du développement. Cyprien, sur les différentes versions, donc j'ai entendu dire que vous l'avez fait entièrement le jeu et vous avez recommencé parce que ça ne vous satisfaisait pas complètement. Alors, je pense qu'il y a eu 2 moments clés dans le développement où on a un peu rebattu les cartes. Mais on n'y est pas encore là. Pour l'instant, on est encore à un moment où on va choisir une thématique, parce qu'il y a plein de choses. Donc, je ne sais pas si on l'a dit, mais la thématique du jeu de départ, c'était plutôt des tribus à la préhistoire, qui développaient des savoirs, first culture, du coup des cultures.
Et on a donc évidemment fait des recherches sur quel jeu, est-ce que c'est une thématique qu'on pouvait garder, etc., etc. Et on a décidé, via donc, ces recherches, de garder cette idée de culture qu'on incarne, de tribu qu'on incarne, pour plutôt le déporter sur une thématique un peu plus, on va dire, colorée, un monde un peu à la fois qui nous parle et un peu étrange, sans aller non plus dans des choses, on va dire, un peu trop fantastiques, pour quand même garder les pieds sur terre et un jeu qui est ce qu'il est aujourd'hui. Là, on parle de la thématique en fait. Hein, là, je sais pas si directement sur la thématique, parce qu'effectivement, je pense que c'est rapidement. Mais c'est important, hein, tu peux pas bosser les illustrations tant que t'as pas fait ça. Et moi, j'ai trouvé cette part, vous nous avez fait participer à tous ces choix-là. Je me rappelle encore des visios qu'on a fait avec toi, de toutes les recherches que tu avais faites. Moi, je trouvais ça tellement incroyable. J'étais presque devant la télé en train de vous observer, dire des trucs incroyables. Et puis l'idée, c'est qu'on soit tous portés par la thématique et qu'il n'y ait pas des personnes qui soient un peu laissées de côté en disant non, j'y crois pas trop. Et là, c'est vrai que c'était vraiment l'envie de. Moi, je me rappelle, François, quand tu m'as fait découvrir le jeu avec Anouk, que je salue au passage, il y avait vraiment ce côté où la préhistoire marchait très très bien, mais je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Johan, où tu disais on va essayer de l'ouvrir au maximum de personnes et tout, on se disait que peut-être que la préhistoire ça pouvait ne pas toucher tout le monde, et trouver un univers qui pouvait être un peu plus ouvert pouvait plaire aussi davantage, quoi. Tu veux montrer un peu les planches de recherche dans l'ordre que... Comme vous voulez, mais Thomas, tu m'as envoyé beaucoup d'images, donc on a énormément de choses à montrer. Dis-moi en fait celle que tu veux qu'on montre plus particulièrement. Si à un moment tu diras ça, j'ai un truc là, il faudra le montrer, n'hésite pas, parce que moi je les connais moins naturellement, donc on en parlera peut-être un petit peu après, quand on rentrera un peu plus sur les détails du débrief avec Artus aussi, que je salue. Artus Pilorget, qui est l'illustrateur du jeu. On peut aller vers Artus en fait, du coup c'est peut-être... on peut continuer en avançant sur les protos. Je pense que l'évolution des protos elle vient... Artus est déjà avec nous, je pense, et en fait c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que le basculement sur le prototype que vous faites là en double épaisseur qui est à droite là, et ce qui arrive au-dessus, en fait, c'est on suit votre idée. Alors, ça c'était le premier. C'est ça. Et ça c'est toi. C'est vous qui l'avez fait. Et ça, cette fois-ci, c'est l'équipe de développement. Voilà. Donc ça, c'est la première version entre guillemets du jeu qu'on a fait tous évoluer en interne. Ouais. Et on verra comment ça évolue à la fin. On a envie de voir la fin quand même, mais je sais pas si... Moi j'ai envie de regarder direct en fait, la comparaison, parce que là on montre à des personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu, donc ça ne va pas leur parler forcément, ils voient un élément, et puis tu sais, des fois en vidéo on se rend pas compte, parce qu'on a l'impression que c'est une version finale. Si je montre ça, on se dit c'est super, ok. Voici la version finale, je vous la mets juste à côté. Donc là c'est le plateau rouge. Et je crois même qu'il y a eu une version entre les deux. Dis une bêtise ou pas? Il y a eu des itérations. Donc les petites tuiles qui rentrent dedans. Et en fait, avec clairement, ce petit aspect-là, il est pas initié expert, d'où là tu sens que c'est déjà plus familial, quoi. Totalement. Ça, c'est un plaisir incroyable. Je faisais du détail, mais ce petit élément qui était déjà présent, là, il y a peu de jeux qui font ça. Tu as une sorte de machin qui s'enclenche quand tu as réalisé ton objectif. C'est super agréable, ça. Pardon, j'ai pas les bons termes, je dis objectif, je sais pas ce que c'est. On les appelait tuiles l'histoire, mais ça reste du coup des objectifs très classiques dans le jeu de société. Du coup, je sais pas comment prendre le taureau par les cornes, mais on peut peut-être parler de DA. Totalement. Je pense que c'est important. Je te laisse du coup parler. Très rapidement, oui. Dès qu'on a le projet, on travaille sur la thématique. Il y a plusieurs orientations thématiques. À un moment, on a parlé aussi de petits peuples. On essaye de trouver aussi des choses qui permettent de créer un univers. Et on sonde aussi les artistes, les auteurs, les illustrateurs surtout, pour voir comment on peut travailler avec eux. Et très vite, on contacte Artus Pilorget, que moi je suis depuis un paquet d'années. C'est toi qui le trouve en fait. Je soumets l'idée à l'équipe en disant il ne fait pas de jeu de société. Moi personnellement, son travail me plaît énormément. Il travaille dans l'animation. Il travaille sur le film, l'animation Klaus. Il a travaillé sur Arcane. Donc voilà, vraiment sur de l'anime et plutôt dans du concept aussi en termes d'illustration. Et moi je suivais son travail personnel et très vite on l'a contacté. Et moi je dis on aura peu de chance de l'avoir parce que je pense qu'il est assez débordé, mais tentons.
Et là, il nous dit si j'ai une fenêtre, et on lui pitch le projet, il est emballé. Ouais. Et parce que aussi, voilà, on essaye de développer tous ensemble un univers qui peut aussi tendre aussi sur son style. L'idée aussi, c'est de le mettre dans lui faire un pas de côté, mais aussi qu'il soit dans une zone confortable pour pouvoir faire les illustrations. Et là, très vite, effectivement, on travaille sur la thématique, le nom du jeu, et ce qui donne aussi les premières orientations des premiers protos. Au sein de la 4Games. Donc là, c'est toi qui diriges ça. On est sur le métier très particulier du directeur artistique qui existe toujours dans le jeu de société. C'est obligatoire d'avoir quelqu'un qui occupe ce rôle, mais pas toujours dans le cadre d'un métier, d'une fonction précise. Et toi, tu as cette chance, donc tu t'empares du projet. J'imagine que tu n'es pas tout seul à discuter des différentes directions. Non. Moi, au tout début, en pareil, je travaille sur Tech Time en tant que concept artiste et on me fait essayer le jeu. Moi, j'ai un vrai coup de cœur et le coup de la map, moi, m'a vraiment énormément parlé parce que j'aime beaucoup ça de manière générale. Je fais, j'aimerais beaucoup travailler sur le projet. À l'époque, c'est pas le cas. Et puis, on revient vraiment en disant, on se rappelle que tu avais bien aimé le jeu. Est-ce que ça te dirait de faire le concept art et peut-être même de pousser jusqu'à la direction artistique, parce que à ce moment-là, les personnes qui sont en fait, les personnes font d'autres projets à ce moment-là. Et moi, j'ai aussi une fenêtre pour bosser sur ce projet, plutôt avec la casquette directeur artistique. Et là, c'est sur Lab4Games. Tu peux passer d'un studio à un autre, parce que tu nous l'as dit, tu es plutôt libellude à l'origine. Oui, mais parfois je travaille juste sur un élément de cale parce que on a un besoin de cale sur tel jeu, et après je peux effectivement jongler avec les projets dans les différents labels, les différents studios. Aujourd'hui, c'est Maeva da Silva qui dirige ce choix-là. Il y a plusieurs directeurs artistiques qui se là, c'est ce qui est en train de se mettre en place, effectivement. Maeva va vraiment piloter la partie globale en train de piloter la partie globale de l'aspect de direction artistique. Et après, dans chaque label, on est en train de mettre en place justement des personnes qui vont faire le lead sur la partie artistique de chaque jeu dans chaque label. Et là, on nous le dit sur le chat, on nous demande, c'est Earthbreaker qui nous pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup de freelance dans le milieu du coup? Alors oui, il y a chez plus petits éditeurs, mais c'est la grande chance que vous avez chez Asmodée, c'est que vous n'êtes pas freelance, vous êtes salarié, et donc vous êtes à 100% dessus. C'est un problème de travailler avec des freelances, forcément. On se répartit, et puis en fonction des périodes, et c'est le cas de l'illustrateur, parce que l'illustrateur, lui, il n'est pas salarié, il faut qu'il ait cette fameuse fenêtre qui peut poser des problématiques d'emploi du temps, tout simplement. Oui. Mais on s'y adapte. On a toujours. Puis voilà, il y a vraiment cette réciprocité aussi où Artus nous a donné des idées, rebondi. Voilà, il y a vraiment eu ce travail en commun. Donc ça, c'était très très chouette aussi à vivre. À ce moment-là, toi, François, tu continues à regarder, à avoir un œil. Est-ce que tu es sondé en équipe? Parce que de temps en temps, il y a l'équipe qui te poste sur le jeu, qui dit hey, François, ce petit truc que tu as trouvé dans un coin, ces champignons, regarde comme ils grandissent. Alors, ça dépend des jeux. Et ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de ceux qui s'occupent du projet, ça dépend de plein de trucs. Si ce sont des projets qui sont développés là où je travaille, quand je ne suis pas en déplacement, et c'est le cas de D1 qui a été développé dans les bureaux à Boulogne, là forcément pour moi c'est beaucoup plus facile. Je peux voir la façon dont le jeu se développe, je peux participer aux tests, et donc c'est vrai que c'est plus évident. Quand ce sont des jeux avec lesquels j'ai beaucoup d'affect, j'ai tendance aussi à les suivre et à essayer de tester les différentes itérations. Quand c'est un jeu qui est développé à Montréal, c'est un peu plus compliqué. Mais on y arrive, c'est-à-dire que on a des print and play assez souvent, des projets qui sont en cours, pour pouvoir aussi les faire tourner sur les autres studios et pouvoir donner des retours. Montréal, c'est Next Move, c'est ça? Oui. Celui-ci, c'est un de ceux que j'ai le plus suivi, à tel point que ça fausse mes statistiques sur BGG, puisque c'est devenu un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Ah ouais? Ouais. Ah, quand même. C'est le nombre de parties? À 56 parties. Ah ouais? Oui. Ah oui. Ah bah oui, forcément, quand on n'est pas... Mais, il va nous battre. Mais parce que c'est aussi... chacun a ses petites marottes, et moi, c'est vraiment mon type de jeu, quoi. Donc, j'y reviens à chaque fois avec plaisir. Il y en a, tu te dis, oh, il faut encore tester, machin. Mais parce que, pas forcément que c'est un mauvais jeu, mais parce que c'est pas un jeu qui correspond à
à ta coloration et à tes envies, quoi. Je crois que mais là, par contre... Oui, vous nous faisiez souvent ces remarques. Je crois que c'était jamais trop difficile de tester des choses. Tout le monde avait toujours envie de jouer. Dès que vous disiez il faudrait faire une partie de Day One, c'était pas difficile de trouver des joueurs au bureau. Non, et il y a eu un nombre incalculable de parties. Je pense que François a participé à une très grande partie des tests, mais je pense qu'on en a fait vraiment un nombre... je pense que je dois pas être loin, moi, des 100 parties à mon avis. Ah oui. Il y a plein de fois que vous avez joué sans moi. Hein. Oui, c'est pour ça que je pense que je suis à peu plus de 100 parties à mon avis. Je sais pas, j'ai pas noté, mais... C'est toi le recordman en fait, peut-être. Celui pas. qui est le plus non, joué. Je pense que Cyril et Thomas doivent être dans le top, clairement. Ouais. Donc qui ont développé aussi pas mal le jeu. Cyril Demag et Thomas Coé, des historiques de Space Cowboy, qui ont beaucoup travaillé sur celui-ci en particulier. Qui on passe un petit coucou. On a envie de voir des images quand même, parce que tu nous as envoyé plein de choses, Thomas. C'est le moment de montrer. Est-ce que je montre celle-ci, là, directement parce qu'il y a toute cette phase de brief après. C'est le rapport entre toi, qui fait la direction artistique, et l'illustrateur, Artus Pilorger, qui à un moment peut-être a validé une direction. Ensemble, vous l'avez validé, et il faut faire les illustrations. Oui, on peut totalement présenter un brief en exemple. Là, l'idée, c'était vraiment à chaque fois, avec Artus, on a échangé donc, sur l'univers, on a essayé de lui mettre pas mal de... Il y a l'illustration et tout ce qui va être ergonomie. Moi, ça, c'est vraiment mon corps de métier, ce qui va toucher l'ergonomie. Et donc, très vite, on explique la composante de la tuile qui va être le nombre de points de victoire. Et on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus en lien avec le jeu et avec ce qu'on va voir dans le jeu, à savoir les différents biomes. Et donc, chaque tuile histoire sont en gros des objectifs avec des biomes ou des ressources. Et on les retrouve dans l'illustration également, jusqu'à ce petit clin d'œil aussi du nombre de points de victoire, c'est le nombre de personnages de D1 qui sont dans l'illustration et qui correspond au nombre de points. Donc ça a été aussi tout un aspect qu'on a fait évoluer au fur et à mesure du projet. Et là, typiquement, on a écrit pas mal de briefs avec Cyprien. Tous les deux, on a vraiment essayé de composer l'univers et créer les briefs. Moi, j'étais surtout sur la partie référence. Et après, Artus a aussi la liberté d'interpréter les références et le brief. D'ailleurs, pourquoi j'ai choisi ce brief-là en particulier, c'est que il y a eu d'autres étapes de sketch, mais il a, de manière assez naturelle, il a fait cet oiseau en bas-relief là en haut du sanctuaire, et on s'est dit wow, mais en fait est-ce qu'il n'y aurait pas un truc où les D1 viennent libérer les oiseaux à cet endroit-là. Donc on crée en fait toute une histoire, toute une narration, après que les joueuses et joueurs vont pouvoir soit comprendre ou pas, ça c'est... mais je sais que moi en tant que joueur j'aime bien avoir une seconde lecture du jeu, c'est-à-dire que je joue et puis je comprends les règles, mais à la fin du jeu j'aime bien prendre le temps, ou même à la découverte du jeu, dire waouh c'est marrant, ça me fait penser à ça, ou voilà, qu'il y ait des anecdotes, ou il y a pas mal de petites choses aussi qui sont glissées dans D1 en termes d'anecdotes, et voilà, c'est surtout sur ce point là qu'on a travaillé avec Artus aussi, c'est la cohérence globale entre mécanique et illustration. J'ajoute une petite anecdote. Il y a 2 semaines, je fais tester le jeu à un groupe de joueurs et un ami. Et à la sortie, il y en a un qui était là. On parlait d'un peu tous. Et lui, il parlait pas. Il regardait toutes les tuiles. Et il me regarde. Il fait en fait, chacune des tuiles aurait pu être une couve, en fait. Ouais, c'est clair. Ah oui, ça, c'est vrai que vous ne lésinez pas sur le budget de l'illustration, parce que c'est un budget aussi, malgré tout. Oui. Tous les éditeurs voudraient bien faire autant d'illustrations, mais vous vous autorisez ça, et même le fait de faire et de refaire. Oui, après il y a eu quelques tuiles où justement les points de victoire changeaient, donc il fallait adapter le nombre de personnages, voilà. Mais après, la manière de travailler d'Artus, il a une grande souplesse aussi dans son dessin, donc il a pu quand même modifier sur des petites choses comme ça, là où des fois avec certains illustrateurs où c'est plus compliqué, où il faut parfois refaire la totalité de l'illustration. Là c'était pas le cas, on a pu vraiment s'adapter aussi un petit peu au cours du projet. Pour vous expliquer ce que vous voyez, donc il y a le brief écrit, et ça c'est des photos que tu as choisies toi juste à côté, là on voit 2-3 photos qui sont évidemment plus grandes que ça, parce que là tu envoies un dossier j'imagine, et derrière ça c'est la première version, non sans doute pas la première, une version déjà avancée en couleur qu'a envoyé Artus, et tout à droite la version finale. Voilà, c'est le sketch validé puis l'illustration finalisée, totalement.
Donc oui, pour préciser un peu ce que tu disais, on voit dans les composantes de la tuile qu'il y a 5 points de civilisation, 3 montagnes si je vois bien, et 2 sables. Et donc du coup, on sait que la composante du décor, ça va être beaucoup de montagnes, de pierres, du sable, et du coup les points de civilisation, c'est les fameux points de victoire. Et donc là, on est carrément parti dans le délire, effectivement, comme disait Thomas, d'essayer de mettre autant de Day One, donc de personnages sur les illustrations, que de points de victoire. Et donc c'est comme ça sur les 24 tuiles du jeu. On a eu des moments de doute où on savait pas trop si on allait y arriver, mais on a réussi. Et en fait, le jeu est en train de s'équilibrer en même temps qu'on faisait ça. Ouais. On a briefé Artus pour lui dire est-ce que tu veux mettre plus de Day One que prévu sur chaque illustration ? Et on réajustera en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur certaines tuiles. Sur des calques séparés, bien sûr, et puis on a pu jouer aussi comme ça. Est-ce que je me sens un peu obligé de préciser quand même que c'est pas du tout ça le jeu, hein ? C'est pas un jeu d'observation. Regardez, vous avez vérifié, moi j'ai vu 3 bonhommes, ça doit être une tuile machin. On s'en fiche quand on joue. Enfin, on s'en fiche pas du tout, c'est essentiel parce que ça fait partie du plaisir de savoir que les choses ont été réfléchies. Mais vous avez de l'iconographie et en fait, vous voyez le type de terrain qui sont associés aux tuiles, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur ces aspects-là. Non, mais disons que ça fait partie de la cohérence de l'ensemble. Et en fait, ça infuse dans ta façon... Ça va changer ta façon de jouer, parce que comme tout est cohérent, les illustrations vont te rappeler ce qu'il te faut chercher, les endroits où il te faut poser les limites, etc., etc. Et mine de rien... et puis quand il y a des moments... où tu t'ennuies un peu parce qu'il y a un joueur particulièrement lent juste après toi, et bien là, tu peux essayer d'aller chercher tous les petits bonhommes qu'il y a sur tes tuiles. C'est ça. Alors, il y a des gens qui sont perdus parce qu'ils entendent parler des... Je lis le Calou. Oui, j'entends parler de sketch d'Artus. Il y a quelqu'un qui parlait de Pilorget, je crois que c'est le vendeur de vélo de Fall, et qui disait comme quoi on peut bien dessiner et savoir faire du vélo. C'est très drôle. Que de références. Regardons quelques sketchs beaucoup plus rigolos que ceux de Jean-Marie Bigard. C'est ceux d'Artus, tout simplement, Pilorget, puisque là, ce sont des croquis, en fait. Alors, faits, j'imagine, sur tablette, qui t'envoie. Première direction. Là, je l'imagine installé dans son fauteuil en rotin, réaliser quelques illustrations bien senties, et après, donc il t'envoie ce genre de croquis, et toi tu reviens, tu valides, Oui, on valide en équipe, la plupart du temps, voilà, on va prendre un temps, souvent c'est par lot d'illustrations, de sketch, et puis on va valider, on va corriger certaines choses. Bon, après, pour rien vous cacher, Artus a chaque fois tapé quand même très très juste dans ce qu'on voulait. C'est dessiné, quoi. Et puis, en fait, il nous transporte tout de suite dans quelque chose qui... Moi, il m'a complètement embarqué dans ce projet aussi. Avec ça, tu peux t'imaginer de suite D1, le jeu de rôle, quoi. En fait, à chaque image, tu as l'impression d'avoir une amorce de scénario, quoi. Ouais, et puis après, c'est aussi tout le travail qu'on a fait en amont de création d'univers, où aussi on a essayé de tout justifier par cette culture de D1 aussi qu'on a essayé de créer. Ouais, donc c'est ça qui est très intéressant aussi dans le travail, dans la direction artistique, c'est que moi je me rappelle aussi à la présentation du jeu, on a quand même 24 tuiles qui sont toutes uniques. Donc à la fin, quand on a nos 4 tuiles dans notre plateau, on se raconte notre propre histoire et elle sera forcément différente du voisin. Et c'est aussi ce qui était intéressant à faire avec les illustrations, c'est de dire ah ouais, mais en fait, moi là à un moment j'ai pris une montgolfière, j'ai traversé les marais, voilà. Il y a vraiment ce côté où on peut aussi se raconter l'histoire qu'on a eue dans cette partie. Et là, tout cet aspect-là, vous l'avez stocké dans un dossier, il y a une richesse graphique, culturelle, des imaginations qui se sont mélangées, qui sont aussi, on a parfois l'impression quand on passe à un autre projet que tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Je suis tellement content de pouvoir faire une émission dans laquelle on partage, là on vous a montré les croquis, mais on va partager également juste en dessous. Alors vous pourrez tout retrouver sur le site, on l'a mis sur le site internet, l'article n'est pas encore en ligne, mais vous pourrez regarder ça, c'est la première qui nous a livré fini, et on a fait... Ok, je crois qu'on s'est pas trompé d'illustrateur. Et ouais, on a vraiment... en plus, celle-ci, elle était un peu touchy, entre guillemets, parce qu'il y avait plusieurs biomes, il fallait composer, puis il y avait pas mal de personnages. On se dit, ok, on va lui mettre tout de suite la barre un peu haute pour voir qu'est-ce que ça fait, puis après, on réajustera, et en fait, on dit, ah, mais il assure tellement que... on peut y aller, quoi. On lâche tout et puis on avance à fond, quoi. Donc ça, c'est celles qui sont terminées, c'est celles qu'on retrouve dans le jeu. Oui, totalement. Alors en petit, parce que regardez, je vous le montre ici en vue du haut, cette carte-là qu'on est en train de voir, c'est celle-ci. Ouais, mais les couleurs sont bizarres, c'est du proto, tu vois, les vrais... Attends, on va regarder la finale, oui. Est-ce que je vais réussir à retrouver celle-là ?
C'est nous ça, Johan, non là, tu vois, quand on fait du game design avec les panchos, là, c'est ça. on se retrouve sur une dune tous les soirs et on fait du game design avec sous une nuit étoilée, c'est ça? Hop, je vous montre. Ici, la tuile, donc on voit l'illustration en petit, on n'a pas forcément, c'est quand même pas des très très grandes tuiles non plus. Donc vous voyez ces illustrations, ça vous crée une ambiance, ça vous immerge dans le jeu, et hop, quand on le voit, le travail, on se dit, oh, mais ça pourrait faire une affiche, ça pourrait faire une... On a envie de voir une expo. Enfin, moi, j'ai envie. Après, ça reste un jeu de société. Le but, c'est d'être joué derrière. Et sur la tuile, il y a 3 sources de feu. Et si tu regardes l'illustration, tu les retrouves. Ah, revoyons la tuile. Où est-ce que je l'ai fichue? Je l'ai rangée astucieusement. Regardez. Regarde. Donc là, la tuile te montre là-haut, dans les icônes. En fait, vous jouez avec les icônes qui sont là-haut. L'illustration, c'est pour illustrer. Là, il y a 3 feux, et donc tu as 3 sources de lumière. La dernière, elle est un peu cachée. Enfin, en fait, on distingue ça que une j'adore. Moi, quand tu dis, mais non, il y en a que 2. Tu vas ah non, il est là. Regardez là-haut. Qu'est-ce qu'ils font avec ces sources de feu? Bah, c'est un grand barbecue, si je me souviens bien, dans l'histoire de D1. C'était le jour où on festoyait. On pourrait même avoir un jeu où, en fait, on monte juste l'illustration et les gens doivent redéterminer les points les biomes. Sur ma version, je vais arracher les feux, les ressources nécessaires et les points de victoire, et les gens devront comprendre l'illustration. Parce que dans le chat, il y en a un qui me demande si on peut jouer à Dixit avec les cartes. Franchement, pas loin. Alors, Dixit, elles sont très très réfléchies, les cartes, pour pouvoir prêter à plusieurs interprétations. Donc là, ce ne sera pas idéal. Mais elles sont très évocatrices, c'est ça que l'on comprend. Vous êtes dur, ça va être long jusqu'à la sortie, nous dit Crotte de Bic. C'est le moment où il faut lancer un vote sur D1, Johan. Écoute, au bout d'un moment, quand les gens le connaissent bien, commencent à savoir si ce jeu est attendu ou pas, c'est là qu'on a envie de savoir si d'un seul coup, vous avez un peu plus envie d'avoir ce jeu dans votre ludothèque. Regardez-moi cette aurore boréale. Et après, sur l'aspect thématique aussi, il y a un truc sur lequel on a travaillé, d'où le nom, on l'expliquera peut-être un peu après, mais on est là où on a repris énormément des choses de la sensation du proto, c'est que quand on va les hommes préhistoriques, ils avaient un terrain qui était plus ou moins connu, ils partaient à l'exploration, mais le terrain était déjà défini. Et ça, on pouvait pas partir sur un univers où on allait faire vraiment de l'exploration. D'où le fait que dans la thématique de D1, on a dit on va faire des clins d'œil à certaines civilisations, certaines choses qu'on connaît, mais où les D1 vont les explorer, vont les découvrir, eux, de leur point de vue. Donc ça, c'était quelque chose aussi qu'on a essayé de travailler au niveau de la narration des illustrations. Et tout ça aussi a participé à ce qu'on se dise, là, Lady One, c'est comme si on redécouvrait notre planète sur un monde peut-être post-apo, mais pas un monde post-apo apocalyptique et sombre, mais au contraire, voilà, où la nature a pris ses droits, où il y a des choses qui ont évolué et qui, eux, vont redécouvrir avec leur propre culture les différents endroits. Avec des lames à buffle nains. C'est quoi cette espèce? Il y a de l'improvisation d'Artus qu'on a entièrement validé. Ouais. Allez, j'ai lancé les votes, donc les gens peuvent... T'as vu qu'on a oublié de activer tout, les notifications, tout ça. En fait, j'y ai pensé déjà il y a 10 minutes, mais t'as raison, il faut qu'il y ait un bouton là-bas, en fait. Parce que Johan participe à la conception de toutes ces émissions, et des fois, on oublie forcément quand on est concentré sur le sujet dont on est en train de parler. Il y a plein de choses. Là, vous voyez défiler des merci, des gens qui nous ont soutenus et qui participent sur l'application umdj.fr. Donc, je vous rappelle ce que vous pouvez faire là tout de suite, c'est nous indiquer si vous avez envie d'avoir le D1 dans votre ludothèque. Quelle est votre attente sur ce jeu? Je vous donnerai les chiffres après l'émission. Je m'attends à du 10%. Ça serait le record le plus bas de l'histoire. Ça sera plus, tu crois? Voilà, on s'immerge complètement dans les illustrations d'Artus Pelorger avec toutes ces images que vous pourrez retrouver. Donc, on en avait parlé de celle-ci. Vous pourrez les retrouver sur le site internet parce qu'on vous a mis plein de choses. Ça sera associé à la vidéo du jour. Et juste pour l'histoire aussi, moi j'ai une petite anecdote, c'est on avait fait travailler quelqu'un donc avait développé un algorithme pour équilibrer les tuiles et tout, et ça avait été passionnant aussi. Donc en fait vraiment le travail d'équilibrage du jeu, qui pourtant était là après finalement quasiment les illustrations, il avait été gigantesque, et en fait cet aspect là aussi avait été passionnant algorithmiquement pour réussir à équilibrer toutes les tuiles, etc. Et bref, le travail de développement a été complètement fou, et je l'ai pas dit là, mais en fait les ressources
qui ont été mises à disposition pour ce jeu, elles sont gigantesques, quoi. Déjà le jeu, en fait, depuis le temps que je joue avec une version fabriquée par une usine, c'est depuis quasiment 1 an, et donc vraiment le luxe de pouvoir développer le jeu, de l'avoir en main, et malgré tout de quand même pouvoir encore tout changer, donc c'est juste incroyable, et puis d'avoir autant de personnes différentes qui sont super qualifiées dans leur domaine, qui ont bossé sur le jeu, c'était vraiment une expérience incroyable, quoi. C'est pas toujours le cas quand on développe un jeu qu'on ait autant de confort de développement, quoi. Ça permet peut-être de rebondir sur le fait que, je le disais au début, il y a eu des événements qui font que le jeu a un peu été, on va dire, je peux dire complètement, on l'a pas refait à chaque fois. Ouais. Il y a eu 2 changements majeurs. Le premier, il arrive à peu près 6 mois, je crois, après qu'on ait commencé à travailler tous ensemble. On joue au bureau et je crois que c'est Philippe Mouret qui joue et qui nous dit, mais en fait là, votre espace, votre terrain, il est top et en fait il est trop petit. Il faut essayer d'agrandir ces tuiles un tout petit peu. C'était ça. C'était cette taille-là à l'origine. Et toi, t'as les tuiles finales. Ah oui, d'accord. Alors on va mettre ça en vue du dessus. Attention, c'est le bazar sur la table, mais vous inquiétez pas, on s'y retrouve. Voilà. Et donc ça paraît peut-être très léger là, à la caméra, mais donc on a ça, quand même c'était la tout version augmenté de, d'origine. je sais plus exactement combien de pourcents. Voilà, à vue de nez, je dirais que ça, c'est une augmentation de 22%. Ouais, voilà, c'est ça. 22 ou 21, je sais plus. Ouais. On va faire. Mais donc, en fait, ça paraît donc rien du tout, sauf que le jeu, à la base, on était parti sur une boîte plutôt taille Splendor, Unlock, ce genre de format un peu donc rectangle. Mais à l'horizontale. À l'horizontale, parce qu'on voulait une belle illustration d'Artus. Voilà. Et donc, en augmentant ces tuiles, ça impacte tout ça, et en fait, ça rentre plus dans cette boîte-là. Et donc, en fait, ça remet en cause plein de choses. Ouais. Donc, la boîte en elle-même, sa taille, son contenu, etc., etc. Et donc, voilà, 6 mois après le début du développement du jeu, où on est en train de... On était un peu en train de finaliser le contenu de la boîte, mais en fait on remet tout en cause pour le bien du jeu, j'en suis convaincu quand je vois aujourd'hui ce que c'est. Et donc c'est le premier changement qu'il y a dans le jeu. Et celui-là il est majeur, parce que il impacte énormément de choses en termes d'ergonomie, tout ça derrière aussi. Donc, ouais. Tout à fait. Et donc là à ce moment-là on est avec les premiers plateaux, évolués. Et ce qu'on ne voit pas là, peut-être juste sur le niveau du plat, c'est que... Je sais pas ce que je montre, je montre des trucs au pif. Oui, ça, voilà. C'est que sur le plateau original, on glisse des cartes en fait sous le plateau. Et donc on est sur un plateau donc double épaisseur et on va aller jusqu'à... Il fallait le soulever en fait. On va sur... Ah oui. Et maintenant c'est triple layer. Exactement. Et on va sur le triple épaisseur. On va sur... montrer. Tu veux que je montre juste l'épaisseur comme ça? On peut glisser des des trucs en dessous, c'est fou ça. Il n'y a plus besoin de soulever sur le plateau. Enfin, il y a un énorme travail d'ergonomie de Thomas notamment. Et aussi une petite pensée pour Caro qui j'allais la citer surtout sur toute la partie sur la partie avec les icônes et tout ça, où c'est vrai qu'on a fait énormément de tests. Là on peut même voir sur les tuiles il y a un chiffre en dessous les biomes, et puis au final on va mettre autant d'icônes qu'il faut de biomes, donc il y a toute une réflexion là-dessus, et c'est vrai que Caroline a énormément travaillé. Tu parlais des ressources, bah oui, il y a vraiment plusieurs personnes, et je pense qu'après tu allais faire la transition avec Maëva, où à un moment elle intervient, et c'est le deuxième temps Exactement. On a la chance d'avoir ce petit temps supplémentaire pour montrer le jeu. Prendre du recul. Nous on se disait voilà, ça y est, le jeu il est final, on est bien, etc. Et en fait, on se rend compte, on prend un temps pour montrer le jeu aussi à l'extérieur un petit peu avec... on a des influenceurs, on a des gens, on a des auteurs qui sont... On a fait une journée avec à la fois des ludicaires et des influenceurs, j'aime pas trop ce mot, mais bon. Des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu. Et donc, que ça soit les ludicaires ou les créateurs de contenu, les retours étaient forcément différents, mais il y a quelques trucs qui revenaient à chaque fois, notamment des remarques sur la lisibilité du plateau. Ouais. C'est ça. Et on a une réunion qui est prévue quasiment dans la foulée, où on va à Poitiers. Ouais, venir à Poitiers. Donc nous qui sommes à Saint-Boulogne, on va à Poitiers. Et on a la chance d'avoir Maëva qui est disponible ce jour-là pour regarder aussi, et sur quelques heures, nous dire un peu son point de vue sur ce que c'est actuellement le jeu et ce que ça pourrait être sur la finalité. Et en fait, elle nous montre quelque chose qu'on avait sous les yeux et qu'on ne voyait pas parce qu'on avait le nez dans le guidon. C'est que
Artus a développé l'univers du jeu sur les tuiles et la couverture en parallèle de nous. Le travail de Thomas et de Caroline sur les icônes, sur tous les terrains qu'il y a sur les tuiles terrain, etc. Aussi en parallèle. Et en fait, il y a 2 jeux qui existent. Il y a les illustrations d'Artus qui ont certaines couleurs sur les biomes, sur les terrains, etc. Et il y a le travail de Thomas et de Caroline qui, en fait, a une autre tonalité, ouais. Exactement. Et en fait, du coup, il y a une espèce de dissonance à ce niveau-là. Et en fait, le travail qui va être lancé après ça, c'est adapter tous les éléments qui n'ont pas été faits par Artus à l'univers d'Artus et à ce qu'il a fait, pour que le jeu soit totalement cohérent en fait visuellement. C'est ça. Et la chance qu'on a en plus à ce moment-là, c'est que Artus est sur la fin de l'illustration de la cover, et donc là on se rend compte en fait que on peut il y a un décalage et qu'on peut encore plus faire le lien entre le matériel du jeu et ce qu'on voit aussi sur la couverture, ce qui est aussi très important en termes de cohérence. C'est comme les fameuses BD où on a une super couverture à l'intérieur, on est un peu déçu parfois par le traitement graphique. Oui. Là, on a quelque chose qu'on a essayé de pousser au maximum en termes de cohérence colorée et thématique. Et tu m'as envoyé des dossiers PDF aussi, je sais pas si tu voulais que... Je sais pas vraiment si tu veux... Non, on en a déjà plus ou moins parlé par rapport à la gestion du background, de tout la thématique. Ouais. Parce que ces dossiers-là, ils sont pas sur le site. Je ne pourrais pas les mettre sur notre site, mais c'est vrai qu'on a vu plein de choses. Vous faites bien les choses. Vous faites pourquoi ces dossiers PDF pour les présenter aux autres. Ouais, ça, je me rappelle encore. Non, mais en vrai, tu peux les partager rapidement. Tu nous as fait la présentation de tout travail, là, je me suis dit... Oh. Non, en vrai, ça, c'est aussi quelque chose, moi, que j'aime bien faire. C'est une espèce de synthèse. Et même dans mon travail, ça m'aide à ne pas être dans tous les sens et de me dire ok, là je vais essayer de synthétiser toutes les recherches et de mettre un peu à plat tout ce qu'on a fait, et ça permet aussi de dire là on n'est pas dans la bonne direction, donc ça, il y a à la fois une présentation d'équipe. Moi je présente aussi pas mal mon travail de cette manière là à l'équipe, et après pour un peu plus l'extérieur entre guillemets, ça permet aussi d'avoir un point de synthèse. Donc là on avait toutes les je me souviens ça. toutes les tuiles histoire. Puis il y a plein de détails, mais si tu reviens un petit peu juste au-dessus, Martin, on voit, c'est des petits détails, mais en fait là on voit les tuiles terrain de départ sur le poteau de base qui sont très angulaires, de droite. Et Thomas a fait beaucoup de recherches pour arriver un peu à amener un peu de courbe et un peu plus de entre guillemets de je sais pas, de vie un petit peu au jeu. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Mais il y a eu pas mal de temps passé à essayer de tout adapter. Et tout ça devient organique, en fait. Ouais. Organique, c'est ça le terme que je cherche. Quand on assemble le plateau, il y a un petit truc. Tout à l'heure, tu parlais de la tuile qui glisse. Il y a aussi cet aspect agréable quand tu assembles le plateau. On est vraiment sur du sensoriel, pour le coup. Là, dans cette matinale, on vous présente des choses qui, moi je le sais, ça n'intéresse pas tout le monde, ça ne passionne pas tout le monde non plus. On est dans une catégorie un peu exceptionnelle de vidéos dans lesquelles on se donne le temps de parler, de présenter aussi des personnes, parce que c'est ça aussi que vous voyez derrière, c'est que des gens que vous ne connaissez pas nécessairement, que vous n'aviez pas vus, mais qui ont l'occasion de raconter tout le travail qu'ils font. Et je sais que par contre ça passionne absolument, notamment les autres éditeurs qui viendraient à regarder ces émissions, à se dire tiens, ah oui, ils font ça, oh, ils font des PDF de présentation, oh, il y a tout cet aspect, ce temps qui est passé à imaginer, à réfléchir. C'est vrai que rien que cette image-là, la forme d'étude, moi je trouve ça absolument dingue. On ne pense pas, quand on voit le jeu arriver sur la table, et même si vous ne retenez rien de tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, vous retenez le travail des gens et le plaisir qu'ils ont eu à développer quelque chose qui va arriver sur vos tables juste pour derrière avoir une sensation simple de jeu. On ne va pas se concentrer sur ces aspects-là, mais on sait qu'il y a quelque chose derrière, on sait qu'il y a une histoire et qu'il y a tout un itinéraire. C'est absolument passionnant. Moi, je suis content de pouvoir faire ce genre d'échange avec vous. J'adore ça. C'est notre énorme tableau Excel qui a beaucoup bougé. Derrière les illustrations très jolies, il y a des choses un peu moins jolies, mais qui sont nécessaires. Tu sais que dernièrement, il n'y a pas très longtemps, j'ai joué à des jeux de société, c'était ça les illustrations. Je l'ai vécu souvent. Et là, on a les étapes d'Artus à droite où je check, là on dit voilà, on est à 7 à ce seuil là, on a un petit peu nos jauges d'évolution du projet, donc c'est intéressant. Tout ça, vous n'étiez pas censé le voir. On vous montre des trucs, je ne sais pas ce que vous en ferez chez vous, mais vous pourrez rentrer ce soir. Ah oui, là on voit bien l'évolution. C'est fou. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné aussi on avait la question de est-ce qu'on met un seul biome qu'on multiplie par X au niveau des chiffres, ou est-ce qu'on met autant... Ça a été long en fait, on a eu énormément de questions. Le pire, c'est que tu pourrais te dire, en fait, toutes les options marchaient, mais le fait d'avoir le luxe
de pouvoir se poser ces questions-là. Ouais, c'est exactement ça. Et puis de faire le test aussi grandeur nature, où, où on voit ce qui est le mieux autour de la table. Et c'est vrai que effectivement, c'est du luxe. Pour beaucoup, vous n'avez pas joué à ce jeu, donc vous ne savez pas de quoi il s'agit exactement. Vous découvrez la passion des auteurs et des éditeurs. Mais c'est une émission à revoir après avoir joué. On a fait une partie, ok, je me suis concentré sur la mécanique. J'ai envie de me replonger dans l'univers de l'illustrateur. Toute cette recherche, elle est passionnante. Les gens pourront bientôt jouer en janvier et même, je sais pas, parce qu'il y a une annonce à faire sur BGA. Alors c'est pas secret, je pense, parce qu'à partir du moment où c'est en alpha, les gens l'ont vu. Ouais, mais pas tous forcément. Mais bon, c'est pas des très très grands secrets. Non, mais on est quand même heureux aujourd'hui de l'annoncer de manière mondiale officielle. Ce matin et officielle que effectivement. Alors c'était un secret, on vous le dévoile là ce matin. Il y a 500 développeurs BGA qui sont au courant, mais c'est tout. Donc, et puis moi j'ai accès à l'alpha. Il y a plein de monde qui a accès à l'alpha en fait, tous ceux qui ont déjà fait du bêta test. Donc quasi demi-annonce officielle, on va dire, mais effectivement, Day One sera sur BGA au lancement du jeu. Au lancement un petit peu avant, quelques semaines avant. Le lancement du jeu donc est prévu pour fin janvier 23 janvier. 23 janvier, c'est une date, c'est entre le 22 et le 24, si je me souviens bien. C'est ça. Je crois que c'est ça, on a fait exprès pour ces raisons. C'est un bon moyen mémotechnique pour se rappeler de la date. Donc voilà, le jeu arrivera, je pense que vous l'attendez avec beaucoup d'impatience également. Je ne sais pas s'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir particulièrement et que je n'aurais pas abordé. Le nom du jeu il y en a plein qui... Est-ce qu'il y aura un détour? On se souvient. Tout peut arriver. On n'a pas du tout abordé les scénarios. Les scénarios. Les scénarios. On va aborder les scénarios parce que c'est vrai que c'est pas un jeu à scénario à la base, mais en fait il y a un deuxième niveau. François. Oui, le jeu en lui-même permet de faire des dizaines et des dizaines de parties. Les scénarios, c'était vraiment pas nécessaire. C'est juste, c'est vraiment indispensable. Qui fait peut-être passer le jeu à un autre niveau. Mais une fois qu'on a bien poncé le jeu de base, et si on veut avoir d'autres sensations de jeu, les scénarios permettent de changer un tout petit peu quelques réglages à la marge et on a l'impression de jouer à un autre jeu. Oui, totalement. Je vous ai parcouru les différentes pages, là, c'est pour vous montrer que la règle est simple, allégée, c'est pas un jeu dans lequel vous allez avoir du mal à rentrer. Et là, à la fin du livret de règles, on retrouve des scénarios additionnels. Il y en a plusieurs, il y a le déluge, le volcan. Ça va vous amener donc des petites histoires en fait au début du jeu. Et puis il y a aussi le scénario en équipe, puisque dans Day One, en fait, traverser un endroit qui appartient en fait à un adversaire, il va falloir lui donner la carte. Donc on sent qu'il va y avoir un système d'interaction un peu fort. Et dans le scénario en équipe, entre autres, il y a une des choses importantes, c'est qu'en fait on va donner la carte à celui qu'on traverse. Et donc on se rend compte qu'on a envie de traverser son coéquipier pour pouvoir se faire des échanges de cartes. Donc il y a une bataille toujours pour pouvoir prendre position sur la map, mais aussi du coup on donne du relief parce que là où est mon coéquipier, ça a un sens tout particulier. Et puis traverser son coéquipier, c'est quand même quelque chose qu'on aime faire, même dans la vie quotidienne. Ça, c'est des petites dimensions supplémentaires qui se rajoutent à Day One, qu'on va pas forcément faire à la première partie, mais qui seront nécessaires pour pouvoir faire vivre le jeu fin janvier. Donc, on arrive à la fin de ce qu'on voulait vous raconter sur ce jeu. On a bien pris le temps, on s'est éclaté autour de ça. Je vous ai pas briefé, comme on est arrivé très tard hier, c'est vrai que d'habitude je prépare un peu plus cette matinale, je ne vous ai pas briefé sur notre rubrique de fin, donc ça va être un impro total, à moins qu'Aline vous en ait parlé. On termine souvent l'émission en vous demandant si vous avez des conseils culturels à donner aux autres personnes, et souvent nos invités le préparent. Et là, comme je vous en ai pas parlé, bah oui, forcément, quand le bateau est rentré au port, on était épuisés, comme de vaillants marins, on a été se réfugier à l'auberge pour dormir profondément. Et donc voilà, c'est la rubrique de fin. Si vous avez un conseil, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être, sauf du jeu de société, une recette de cuisine, un pas de danse que vous avez découvert récemment, quelque chose que vous avez envie de partager avec nous, c'est pas obligatoire, si vous n'avez rien, ça marche très bien aussi. Toi tu l'as déjà fait il y a 2 jours, Johan, donc
Je me permets de passer directement à Johan Goupy. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseilles en ce moment? Ouais, moi j'ai mis le nez dans les BD d'Étienne Davodo. Ah oui. Du coup, j'en ai mangé une, 2, 3, là j'en ai mangé 4 et je vais toutes me les faire parce qu'elles sont. T'as commencé par laquelle? Droit du sol. Après, j'ai fait. Qui est un peu politique celle-là. Rural, qui est la première. En fait, Davodo, c'est quelqu'un qui a créé. Enfin, créé, pas du tout, mais en tout cas qui a porté la BD reportage, qui n'existait pas tant que ça avant. Ouais. Et puis Loire, enfin voilà. Et puis Lulu Femme Nue aussi. Et je trouve qu'il a une sensibilité, c'est très simple. En fait, il écrit les histoires très simplement, très justement, et avec une extrême sensibilité. Je trouve qu'il faut absolument connaître ce qu'il écrit parce que ça vous transforme en fait. Bon, il y en a plein. Je sais pas si je montre une image en particulier, mais on l'a fait à l'oral. Les ignorants aussi, les ignorants, c'est parfait. Ouais. Surtout pour peut-être des gens qui sont dans la création comme nous, les ignorants particulièrement, puisqu'ils parlent du processus créatif à deux têtes en fait, à deux métiers en fait. Et je pense que c'est vraiment peut-être celui qui se rapproche le plus de nos métiers. Bon, je n'ai pas préparé de lien forcément pour ce matin, je ne vous montre pas des images parce que c'est pas nécessaire, mais c'est des BD bandes dessinées en noir et blanc généralement, qui sont assez passionnantes. T'as déjà lu du Guy Delisle? Ou pas du tout? J'ai pas lu, non. Tiens, c'est la prochaine étape. Merci. dans les BD reportages passionnantes. J'en glisse une au passage. François, tu les as lus toi aussi? Oui. Davodo pas tout, mais Guy Delisle, c'est extraordinaire, Guy Delisle. Ouais. Pyongyang, Shenzhen, toutes ces bandes dessinées qui nous emmènent dans des pays différents. Ça sera aussi mon conseil, du coup, je rebondis sur Étienne. C'est très 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 différent, pas du tout le même genre, mais c'est génial aussi. Cyprien, tu as un conseil à donner? C'est l'impro un peu total, mais je suis revenu, ça fait 30 ans que j'ai pas lu de BD, du coup je réagis aussi, je vais partager une BD que je n'ai pas terminée, donc je peux pas dire si c'est top, très bien, etc. Mais pour l'instant, de ce que j'en ai lu, je suis à peu près à la moitié, j'adore. C'est Carbone et Silicium, de l'auteur dont j'ai oublié le nom total. C'est remarquable ça. Voilà. Carbone et Silicium. Carbone et Silicium. Ah oui, je la connais pas. C'est sûr, c'est extraordinaire. Et j'avoue que graphiquement, c'est une claque. Et niveau scénario, pour l'instant, c'est aussi une claque. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de lire actuellement. Et fortement recommandable. Ouais, vous les avez vu, ok. D'accord. C'est difficile de conseiller quelque chose dont on n'a pas fini on va dire l'expérience totale, mais pour l'instant, là où j'en suis, c'est top. Voilà. Et l'auteur vient de sortir une nouvelle BD. Ah oui. Et c'est comme ça que je suis venu à ça. En fait, j'ai voulu commencer par les précédentes d'abord. Je suis un peu comme ça quand je découvre un artiste, un auteur, j'ai envie d'aller un peu aux origines, même si je crois que c'est pas la première. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que la nouvelle BD qui vient de sortir. Ouais, en fait, la nouvelle, on en a parlé déjà dans l'émission, c'est Silent Jenny. Moi aussi, je suis tombé dessus. Je me suis dit, wow, j'ai envie de le lire, mais je vais attendre d'avoir des retours, des conseils de personnes sur cette bande dessinée-là. Et donc, je l'ai reposé, parce que c'est un gros pavé, c'est un énorme truc. Visuellement, c'est incroyable. On a envie de se plonger dedans, il y a un côté SF. Et on en a parlé dans la matinale, et de vos commentaires, moi je connaissais pas les précédentes. Certains ont dit, il faut repasser par les premières, elles sont mieux. Ok. Mais j'ai quand même envie de tout prendre. Mais effectivement, je connais pas, et c'est un conseil que je vais suivre aussi. Et ce qui m'a attiré sur la dernière, du coup, c'est qu'en fait, il y a eu une espèce de... J'aime bien les œuvres un peu cross-média, on va dire. Ouais. Et il y a eu un travail musical qui a été fait avec un groupe qui est Toxic Avengers, qui a créé un album complet. Qui est lié à la BD en fait, et qui s'écoute en fond entre guillemets parce que chacun des morceaux est inspiré par la BD. C'est comme ça que je suis venu j'ai découvert tout ça et que j'ai attaqué. Je vous mets quelques planches de la dernière. En fait, c'est très silencieux, il n'y a pas grand chose dedans, mais en feuilletant, tu te dis j'ai envie de me plonger dans cet univers-là, pourvu que ça soit bien, pourvu que ça soit génial. On ne sait pas ce que c'est exactement. J'aime bien moi ce sentiment des fois d'acheter à l'aveugle. J'ai failli le faire, mais j'avais à un moment, vous avez tous fait ça. Quand vous allez dans les rayons de bande dessinée, à un moment, tu as une pile comme ça, et quand tu veux plus te déplacer dans les rayons, tu te dis je vais en poser 2-3 quand même. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore lue. Tu es très lecteur de BD, tu dis oui à chaque fois, François. Oui, hélas. C'est un bon hélas. Mais là, je ne vais pas parler de BD. Ouais. Je vais parler de littérature. Ah. Moi, je lis avec une coloration dans une période de lecture. Ouais. Et là, en ce moment, je suis sur une période auteur américain. Ouais. Et j'aimerais en conseiller deux. C'est R.J. Ellory. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez commencer par lire Seul le silence, qui est un immense roman, qui est certainement un
un des romans les plus marquants de la littérature américaine de ces 10 ou 15 dernières années. C'est vraiment remarquable. Et puis, j'aimerais aussi parler de Stephen King, parce que Stephen King, on le connaît parfois, hélas, que pour sa littérature fantastique, plutôt fantastique et horrifique. Ouais. Et c'est un des meilleurs auteurs américains pour expliquer, comprendre et raconter l'Amérique entre les années 60 et maintenant. Et là aussi, si vous voulez en prendre un, vous pouvez essayer avec Billy Summer, qui est une aventure extraordinaire. Je l'ai pas lu celui-là, j'en ai lu beaucoup, moi, parce que j'aime beaucoup et donc, aussi. c'est quelque chose que je vous recommande très chaudement. Moi, j'ai beaucoup aimé chez Stephen King, justement, son épopée, qui est La Tour Sombre, finalement, où en fait, on comprend que tous les autres livres qu'il écrit, c'est pour c'était pour préparer sa Tour Sombre, et en fait, les gens souvent passent un peu à côté, mais s'il faut lire quelque chose de Stephen King, c'est vraiment son cycle de La Tour Sombre. C'est pas le seul. Hein, moi, j'aime bien, mais j'adore vraiment la façon dont il parle de l'Amérique moderne. Ouais, moi aussi. Et donc, celui sur l'assassinat de Kennedy. 1963, 22 novembre 1963, le titre de l'assassinat. C'est mon préféré, je crois. Et Billy Summer sont pour moi des monuments incontournables. La Tour Sombre a été très mal adaptée plusieurs fois. Donc c'est le problème aussi, c'est que les gens ne connaissent pas forcément, vont pas toujours vers le livre, ils regardent les adaptations souvent. Ouais. Alors que 22 novembre 1963, l'adaptation, je vous conseille la série aussi, qui est géniale. La série qui est adaptée de ce livre-là. Billy Summer, je me le note, ça me tente bien. J'adore Stephen King, moi aussi. Thomas, un conseil ? Moi je serais pas très original, je vais parler de Expédition Clair Obscur Expédition 33 que j'ai terminé récemment, et effectivement ça a été une claque sur pas mal de choses, donc je dirais ça pour je pense que j'ai pas regardé, il y avait pas les trophées du jeu de l'année là qui ont été dévoilés. C'est passé déjà, je crois pas encore. Je crois que les résultats c'est en décembre. Ah d'accord, ok. Pas encore. Mais tu parlais de musique, la cohérence aussi, il y a toujours aussi un aspect un peu œuvre globale sur ce je vais finir par le faire, hein, parce que mais le problème c'est que j'ai pas de temps. Ouais, mais il me reste un créneau entre 2h et 4h. Très long. Du matin. Oui. Ouais. On l'a beaucoup conseillé dans cette rubrique-là, effectivement. On en a beaucoup entendu parler, mais ça donne envie au bout d'un moment quand on répète des choses. Peut-être que c'est des domaines culturels dans lesquels on a envie de se plonger. Tu fais du jeu vidéo, toi, François ? Oui, mais de façon très monomaniaque. Ah. C'est-à-dire que je peux choper un titre et ne jouer qu'à ça pendant 3 ou 4 mois. Ok. Et voilà. Bon, peut-être ça sera celui-ci. Là mon grand désespoir, c'est le fait que GTA ait encore été repoussé. Et ce qui repousse les nouvelles consoles de jeu, paraît-il. Oui. C'est-à-dire que comme il va sortir sur cette génération-là, ça ne vaut pas le coup de faire une nouvelle console, elles vont encore vivre un an de plus. C'est ça. Mais c'est un peu le cas de D1, ça va repousser les nouvelles directions de création. Les ventes d'étagères. Oui, parce que D1 va sortir, donc moins besoin d'être nouvelle étagère. On vous a présenté D1 ce matin, je vous remonte la couverture de la boîte. Vous n'y avez pas joué. Nous, on va y jouer dans la suite de cette journée. On va falloir qu'on traverse la mer là pour se rejoindre le chalet et puis le phare qui éclaire le monde du jeu de société. Faire une chouette partie de D1 qu'on vous montrera un peu plus tard. Tiens, c'est une question qu'on pourra se poser, Johan, sur ce genre de jeu dans le nouveau modèle d'un monde de jeu. Est-ce qu'on ne pourra pas le proposer, tu sais, les vidéos sur l'application en avant-première à un moment ? Ça pourrait être chouette, ça, notamment sur un D1 que tu as conçu également. Merci beaucoup à vous 5. Pour cette super matinale. Moi, j'ai passé un très bon moment. Nous aussi. J'espère que vous qui nous avez suivis, vous avez apprécié également. On s'est moins concentré sur vos commentaires, mais on les a lus pendant l'émission. Et puis là, on n'a pas expliqué le nom. Le nom. Non, mais vraiment, vous avez besoin. Donc, quand on commence une partie de Day One, c'est le premier jour du reste de notre vie. Voilà. Fin de l'émission. Premier jour, Day One en anglais. Voilà. Et comme c'était un jeu qui évoquait plein de choses un peu mystérieuses, des tribus, etc., on a voulu griffonner et arriver à se rendre compte que c'était quand même plus lisible, plus facilement prononçable d'avoir quelque chose qui soit un peu
exotique, on va dire, entre guillemets, à la prononciation et à l'écriture. Voilà comment est né Day One. Ça paraît très simple comme ça, mais il y a eu pas mal de temps passé à réfléchir et à se dire est-ce qu'on fait un titre en anglais, est-ce qu'on fait un titre en français ou pas, ou traduisible, voilà. Et ce qui nous a presque poussé à créer une langue. Il y a eu l'idée à un moment donné. Il y a eu un moment où on s'est dit créer un alphabet. Ouais, créer un alphabet. Voilà. Et ceci est une autre histoire. C'est ça. C'est une autre histoire. Merci à tous, on vous donne rendez-vous très bientôt. Alors je sais pas comment ça va marcher pour demain, il faut qu'on regarde les emplois du temps des trajets et tout ça. On a un questionnement pour ceux qui regardent en direct sur la matinale de demain, mais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. Bonne journée à tous. Au revoir.